Dessalines n'était point vaudouisant et détestait tout autant les francs-maçons. Il avait peur qu'il y ait des complots qui se fassent contre lui dans ces milieux fermés, dans ces milieux très secrets. Il faisait exécuter les Oungans quand il en croisait, tout comme Toussaint Louverture avant lui d'ailleurs. Boyer a été le grand organisateur de la maçonnerie haïtienne. C'est l'âge d'or. Voilà, en créant le Grand Orient d'Haïti. Parfois on dit le plus redoutable que l'on puisse imaginer, c'est quelqu'un qui est à la fois franc-maçon et bokor, et Oungan. Quel est le rapport entre le vaudou et la franc-maçonnerie? Les frères qui pratiquent le vaudou ou les bokors, ils sont d'emblée, ils peuvent aussi faire partie d'une loge, une fois qu'ils répondent aux critères et qu'ils sont admis et qu'ils sont initiés. Alors, je vous pose la question carrément. Est-ce que vous, en tant que franc-maçon, vous pouvez me soigner si par exemple demain je reçois un coup de poudre? Lorsque l'on parle d'eux, c'est toujours avec un mélange de crainte et de respect. De crainte, tout d'abord, parce qu'ils sont réputés plus redoutables encore que les bokors, avec la capacité de mobiliser des pouvoirs surnaturels qui n'appartiennent qu'à eux. De respect aussi parce qu'ils sont réputés plus éduqués, ils sont réputés être inspirés de vertus, de principes philosophiques qui remontent à une tradition très ancienne. Je vais parler bien entendu des francs-maçons. De la franc-maçonnerie, que savons-nous? Au-delà d'une sociabilité recluse, avec un mode de recrutement, avec des rituels d'initiation, avec surtout un principe de secret qui tient en quelque sorte à distance le populo, il y a le sentiment donc d'un club fermé. Et c'est pour cela que aujourd'hui nous avons l'opportunité et la chance de recevoir Grégory Sicard. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Théodate. Qui va nous faire la présentation d'un ouvrage qui vient en quelque sorte briser un tabou, tout en mettant fin à un silence séculaire, l'histoire de la franc-maçonnerie depuis la période pré-révolutionnaire, c'est-à-dire de la colonie française, jusqu'à nos jours, avec une vision panoptique qui va nous permettre de non seulement faire un rappel de l'histoire de cette tradition philosophique dans notre territoire, mais aussi de montrer à travers un point de vue engagé, une interprétation de l'histoire d'Haïti qui est très originale et dont vous avez tout à fait la responsabilité et la pertinence. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous présenter cet ouvrage, les grands découpages et surtout nous parler de cette très riche iconographie qui l'accompagne? Oui, vous ne vouliez pas que je me présente d'abord à ceux qui ne me connaissent pas? Alors, bien entendu. Bon, donc je suis Grégory Sicard, je suis d'origine haïtienne. Mes ancêtres sur 7 générations sont présents sur ce territoire depuis l'époque coloniale. J'ai fait des études à Saint-Louis-de-Gonzague, de la 12e à la philo, 13 ans. Et après, je suis parti aux États-Unis où j'ai fait un bachelor en Business Administration Marketing. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en commerce international, un MBA International Business. Et puis, je me suis lancé dans les affaires familiales et des affaires personnelles. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu poursuivre mes passions. Une de mes passions, c'était l'histoire et écrire. Et puis, je me suis lancé comme ça dans la recherche, un petit peu poussé par d'autres frères qui étaient curieux de savoir comment et pourquoi la maçonnerie existe sur ce territoire qui est la République d'Haïti actuellement. Et donc, je me suis lancé dans les recherches comme ça pour leur répondre. Et donc, le résultat, c'est un ouvrage de plus de 216 pages. De plus de 216 pages, avec une très belle couverture, reproduction d'une carte ancienne de la colonie française de Saint-Domingue. Et puis, ça, c'est l'œil d'Horus. Exactement, exactement. J'ai voulu faire un petit clin d'œil à l'Égypte ancienne. Et l'Égypte ancienne, ce petit tableau est de moi. Ah, vous êtes également peintre? Oui, à mes heures perdues. À vos heures perdues. Donc,
Un ouvrage de très belle facture, avec une pagination très lisible, très facile à lire, et des reproductions de documents d'époque, de documents originaux, oui. Avec surtout le rappel, je dirais, de ces frères historiques, c'est-à-dire des personnages de l'histoire d'Haïti, mais également de l'histoire de France, qui ont appartenu à la, on va dire, à la fratrie, puisque vous appelez les frères entre vous. Donc, quelles sont les trois grandes périodes que vous avez essayé donc, de faire apparaître dans cette histoire? J'avais commencé à faire une recherche sur la période coloniale, et où on dénombre les loges qui étaient à Saint-Domingue. Il y en avait 23 qui ont été reconnues, dont le Grand Orient de France a donné des patentes, donc les a reconnues officiellement. Et bien sûr, il y avait d'autres loges qu'ils n'avaient pas reconnues, mais qui existaient aussi. Donc on estime qu'il y avait peut-être une trentaine de loges sur la colonie de Saint-Domingue. Qui étaient fréquentées par qui? Et à cette époque, elles étaient strictement fréquentées par les grands planteurs, les grands négociants, les gens de couleur n'étaient pas admis à cette époque-là. C'est seulement sur le tard, après l'abolition de l'esclavage et avec la Révolution française, au fur et à mesure, surtout une loge de Port-au-Prince, la parfaite union de Port-au-Prince qui a commencé à faire entrer des gens de couleur qui étaient dans l'armée, des hauts gradés, des grands commerçants de couleur, des grands propriétaires terriens de couleur, mais quand même des gens de certains milieux, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction à être à la fois planteur, donc propriétaire d'esclaves, et franc-maçon à l'époque, compte tenu que le message si je résume votre propos, de la franc-maçonnerie, c'est liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas? Oui, mais bon, il faut vivre avec son temps, je pense, et à chaque époque, ses valeurs et sa façon de voir les choses. Vous savez, même en Europe, c'était le servage. C'est-à-dire, vous aviez des gens qui étaient rémunérés, mais très, très maigrement, et qui travaillaient pour des propriétaires qui avaient le château, et puis il y avait... mais justement, la franc-maçonnerie est venue combattre tout cela. Oui, donc à ce moment-là, on peut dire que c'est comme si la franc-maçonnerie... D'ailleurs, tous les grands de la Révolution française étaient tous des francs-maçons. On peut dire que ces idées... Danton, Robespierre, Mirabeau. Voltaire... Et tout ça, ils en faisaient partie. Et on peut dire que c'est comme si, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est venue d'abord, les gens ont commencé à se poser des questions. Et c'est là que ça a tout remis en cause et qu'on a pu, peut-être grâce à ces idées libératrices de liberté et égalité, on a pu arriver à l'abolition et à tout ça. Mais je n'ai pas encore répondu à la première question des 3 chapitres du livre. Oui, mais on est déjà dans un premier chapitre. Oui, on est dans le premier chapitre. On creuse ce premier chapitre. Est-ce que vous pouvez dire que les francs-maçons ont été des éléments déclencheurs de la Révolution? Est-ce qu'ils ont joué un rôle dans la Déclaration des droits de l'homme, par exemple? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, je peux l'affirmer. D'ailleurs, tous en faisaient partie. Et tous les grands révolutionnaires en faisaient partie, le marquis de Lafayette, qui était très influent, vous avez cité tous les autres, et tous les Girondins aussi, qui ont joué un grand rôle, surtout par rapport aux gens de couleur dans les colonies, ils en faisaient tous partie. La Société des Amis des Noirs. Voilà, la Société des Amis des Noirs. Donc tous ces gens, en étant dans les loges, on réfléchit, c'est-à-dire on vous donne des travaux à faire, et qu'on appelle planches, et vous réfléchissez sur des sujets philosophiques ou des sujets humanitaires pour faire avancer l'humanité. Donc on peut dire et c'est de là que l'idéal humaniste de la franc-maçonnerie est de plein pied avec l'idéal des Lumières. Tout à fait, tout à fait. De la philosophie des Lumières. Exactement, exactement. L'un est indissociable de l'autre, je dirais. Et donc maintenant, pendant la deuxième période, la période dite révolutionnaire, oui, que vous abordez donc dans votre ouvrage, quels sont les éléments saillants, quels sont les personnages francs-maçons qui ont pu jouer un rôle dans cette période post-coloniale en Haïti? Bon, avec l'ouverture aux gens de couleur dans certaines loges sous la colonie,
on a retrouvé ces mêmes personnages dans l'armée pour pousser à peut-être un système plus égalitaire, surtout quand Napoléon a pris la décision de rétablir l'esclavage, donc là ça n'allait pas du tout. Et on peut voir que dans ces loges, on retrouve tous les cadres futurs de l'administration après l'indépendance. Pouvez-vous citer des noms? Bien sûr, bien sûr. Vous avez... oui, mais pas seulement. Oui, Inginac, Beaubrun-Ardouin. Au-delà de la politique formelle où les idées s'affrontent sur le champ politique, oui. Il y a cette possibilité de convergence des idées à travers les loges maçonniques pendant cette période révolutionnaire. Tout à fait, tout à fait. Il y a cette convergence d'idées. Donc, pour ne citer quelques exemples qui étaient des gens qui sont signataires de l'acte de dépendance, il y avait Guy-Joseph Bonnet, il y avait Jérôme-Maximilien Borgella, il y avait Érard Dumel, il y a eu Jacques-Ignace Fresnel et Étienne Gérin. Il y en a eu pas mal et tous ces gens ont joué un rôle et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre, que le rôle non seulement du leader, parfois on parle dans notre histoire uniquement du leader, du chef d'État ou du roi ou de l'empereur, mais ils sont entourés de pas mal de personnes qui sont presque aussi influentes et qui sont très importantes. Et c'est là qu'on peut voir que vraiment tous étaient des francs-maçons et ils ont pu aider à la construction et au démarrage de ce pays et impacter de façon très positive. Alors, il y a de très belles pages où vous évoquez avec une certaine audace, je dois dire, l'opposition de Beaubrun-Ardouin à la décision de Jean-Jacques Dessalines en février 1804 d'exterminer tous les Blancs. Vous permettez? Oui, allez-y. Je vous citant non, il n'y a pas de souci. Beaubrun-Ardouin. On conçoit la vengeance durant les combats, mais après la victoire, quand le droit triomphe, la modération, les sentiments généreux doivent prévaloir sur la haine, quelque juste qu'elle soit. Le vaincu a aussi droit aux yeux de l'humanité, aux yeux de Dieu. C'est d'être traité, non comme un ennemi, mais comme un homme sans défense. Qu'importe au peuple haïtien, vainqueur de l'armée française, que, durant l'occupation de la colonie, elle eût exercé des atrocités inouïes. Il ne fallait pas imiter ses excès. L'humanité, toujours en accord avec la bonne politique, commandait une autre conduite. À l'époque, de telles paroles prononcées sous Dessalines pouvaient vous valoir la peine de mort, n'est-ce pas? Et vous, vous dites que vous êtes d'accord avec les conclusions d'Ardouin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous osez vous inscrire en faux par rapport à cette politique de l'empereur. Oui, je m'inscris en faux. Imaginez-vous, un de mes ancêtres est un médecin chirurgien de l'armée, la grande armée de Napoléon. Il arrive avec le corps expéditionnaire. Subitement, on ne leur avait pas dévoilé quel était le plan secret. Et subitement, le plan secret est de rétablir l'esclavage. Imaginez-vous ce médecin... On parle de l'expédition de février 1802. Exactement. Imaginez-vous ce chirurgien qui a pas mal d'amitié parmi les gens de couleur aussi, puisque c'était une armée de toutes les couleurs, surtout à Saint-Domingue, qui se retrouve subitement, les ordres sont de ne plus soigner les gens de couleur, de ne plus soigner les Noirs, même s'ils sont dans l'armée, parce qu'on va tous les exterminer s'ils refusent ou pour arriver au rétablissement de l'esclavage. Ce médecin a fait le serment d'Hippocrate et lui, il n'a pas hésité. J'ai retrouvé ses fiches au château de Vincennes où il y a toutes les archives de l'armée française et sur sa fiche était marqué « Déserteur à Saint-Domingue en 1803 ». Ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert une bouteille de champagne en rentrant chez moi ce soir-là, de voir que mon ancêtre avait pris position et avait rejoint Alexandre Pétion. Il avait pris le parti des indépendantistes contre le rétablissement de l'esclavage. Donc imaginez-vous des gens comme ça qui, après la victoire, se trouvent confrontés à un deuxième massacre où ils doivent se justifier. Lui, bien sûr, il est médecin, donc on a besoin de lui, il est épargné. Mais imaginez-vous ses amis, il y en a d'autres qui sont passés. Et surtout, le lecteur pourra apprécier en détail dans le livre comment ça s'est fait.
Et quel contrôle il y avait, parce qu'il n'y avait pas de système judiciaire à l'indépendance. Donc Dessalines demandait aux généraux d'être en même temps juges, enquêteurs, procureurs et bourreaux. Et on ne peut pas remplir tous ces 4 rôles, ce sont des rôles indépendants les uns des autres, et ce n'était pas possible. Donc il y a eu tous ces francs-maçons qui ils ne pouvaient pas vraiment s'opposer, mais qui ont caché, qui ont sauvé des vies et qui ont vraiment fait la différence et dans cette affaire. Et je vais vous dire, enfin, le lecteur découvrira dans le livre, je ne veux pas trop dévoiler. Quand Dessalines a lancé cet ordre, d'ailleurs, il y a 3 actes dans la déclaration de notre indépendance, et l'un de ces actes est déjà cette condamnation et cette déclaration de vengeance. Et quand Dessalines a voulu exécuter ce premier acte, qui est inclus dans l'acte de l'indépendance, les généraux se sont concertés et se sont abstenus. Ils ont attendu. Et c'est quand c'est remonté à Marchand que Dessalines s'est rendu compte que personne n'avait obéi à cet ordre, il a décidé qu'il le ferait appliquer lui-même. Et c'est Dessalines qui passait ville par ville pour demander des têtes, pour demander des comptes. Il en a sauvé aussi des gens qu'il estimait, qui étaient des grands fonctionnaires ou des gens... il avait un caractère très nuancé, on va dire. Il respectait aussi les gens très fiers et les gens qui osaient parfois même le défier. Il le respectait. Et parfois, des gens ont eu la vie sauve grâce à ça. Imaginez-vous. Tellement son caractère présente des facettes différentes. Donc, la franc-maçonnerie n'a pas pu empêcher ce déluge de sang. Et qu'en est-il des années suivantes sous le gouvernement de Pétion, de Boyer? Quelle est la... Bon, depuis l'époque de Dessalines, en rentrant à Port-au-Prince, Dessalines avait fait saccager et détruire toutes les loges. Contrairement à ce qui est véhiculé dans certains livres d'histoire, Dessalines n'était point vaudouisant et détestait tout autant les francs-maçons. Il avait peur qu'il y ait des complots qui se fassent contre lui dans ces milieux fermés, dans ces milieux très secrets. Il faisait exécuter les Oungans quand il en croisait, tout comme Toussaint Louverture avant lui d'ailleurs. Et ceci, il faut le reconnaître. Et sous l'Empire, Pétion a toléré, à Port-au-Prince et dans le sud Geffroire, ils ont toléré les loges, malgré les ordres de l'empereur qu'il ne fallait pas. Les loges ont été tolérées et fonctionnaient en secret. Et les loges invitaient, dans leurs agapes bien sûr, pas dans les cérémonies, des gens haut placés dans l'armée pour les protéger, en quelque sorte. Et Pétion a été un grand protecteur de la franc-maçonnerie. Sous son régime, au contraire, les loges ont proliféré. Et il a toujours voulu, il y a le doute sur Pétion. On ne peut pas savoir, on ne peut pas affirmer qu'il était franc-maçon. Mais par contre, il y a tellement d'indices, il y a tellement de choses qui vous portent à réflexion. Je ne veux pas tout déballer, mais je dirais justement une petite anecdote. Pendant le dernier siège de Port-au-Prince par Christophe, Pétion a été hébergé dans une loge maçonnique, parce que les boulets de l'armée du Nord arrivaient dans la cour du palais républicain, et l'administration et les ministres sont venus chercher Pétion, lui dire « on va vous mettre en lieu sûr », et on l'a amené dans une loge. Donc il a logé pendant tout le siège chez les francs-maçons. Donc il savait qu'il serait défendu par ces gens au péril de leur vie, s'il le fallait. Donc il y a beaucoup d'ambiguïtés comme ça. Pétion a toujours peut-être... Beaucoup d'indices. Voilà. Il y a des indices, mais Pétion n'a jamais affirmé. On ne peut pas l'affirmer. Il a voulu que ce soit comme ça. Il n'est pas le seul à avoir eu cette politique. Napoléon Bonaparte a fait la même chose. Et quid de Christophe, le roi Christophe? Christophe, il n'y a pas eu de loge dans le Nord sous le règne de Christophe. Alors qu'il est plutôt anglophile. Oui, c'est ce qu'on dit. Par les îles britanniques. Oui, mais les Britanniques sont aussi très francs-maçons. Il ne faut pas oublier que ce sont les Britanniques qui ont amené... Les Écossais. Les Écossais et les Anglais qui ont amené les premières loges à Saint-Domingue. Et en même temps, en France métropolitaine, simultanément. Les loges ne sont pas venues de la France métropolitaine vers Saint-Domingue, mais simultanément par les loges d'Angleterre,
par les loges écossaises. À quelle époque à peu près, pour situer on peut dire la création de la première loge en Haïti? Au tout début de la colonie, hein, on peut dire dès le début du XVIIIe siècle. Hein. Et les loges ont commencé à être formées, pas forcément reconnues par le Grand Orient de France. Ça a mis du temps, c'est peut-être plutôt vers la fin du XVIIIe siècle que ça s'est fait. Mais elles existent dès ce moment-là. Pour continuer à répondre aussi, Boyer a été le grand organisateur de la maçonnerie haïtienne. C'est l'âge d'or. Voilà, en créant le Grand Orient d'Haïti. 1824. Voilà, en tandem avec le Grand Orient de France. Et ça a été complètement autre chose. C'est le premier chef d'État 33e. Donc, c'était complètement autre chose. Et depuis lors, en créant le Grand Orient d'Haïti, le chef d'État est automatiquement grand protecteur de l'ordre. S'il n'est pas franc-maçon, il est reçu comme tel et on lui donne des grades, on pourrait dire même honorifiques, s'il le faut. Et vous pouvez voir dans le livre que la majorité de nos chefs d'État étaient des frères. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, d'être associé au pouvoir? Parce que Duvalier aussi a été reçu à ce titre par le Grand Orient d'Haïti et on peut dire qu'à certains égards, vous faites allégeance au pouvoir, non? Pas forcément. Parce que vous pouvez voir tout au long de notre histoire, il y a eu des francs-maçons qui se sont entretués dans des guerres fratricides. On prend sous Salnave maçon. En face de lui, qu'est-ce qu'il y a? Nichal Chaget et tous les autres, ils étaient aussi francs-maçons. Et par la suite, vous avez le Parti libéral et le Parti national, tous des francs-maçons qui se sont entretués, qui se sont battus et qui étaient des frères ennemis. Donc il n'y a pas forcément allégeance, loin de là. D'accord. Loin de là. Mais et maintenant, qu'en est-il de cette capacité justement de la franc-maçonnerie à transcender les différences? Parce que si je reviens à la charte de la franc-maçonnerie telle que rédigée en 1824, donc, la franc-maçonnerie telle que pratiquée par le Grand Orient d'Haïti de 1824 proclame l'existence d'un principe créateur sous le nom de grand architecte de l'univers. La franc-maçonnerie haïtienne n'impose aucune limite à la recherche de la vérité et c'est pour garantir à tous cette liberté qu'elle exige de tous la tolérance. Elle est ouverte aux hommes de toute nationalité, de toute race, de toute croyance. Elle interdit dans ses ateliers toute discussion politique et religieuse. Elle accueille tout profane, quelles que soient ses opinions en politique et en religion, pourvu qu'il soit libre et de bonne mœurs. Elle a pour but de lutter contre l'ignorance sous toutes ses formes. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. Alors, avec de tels principes qui sont, je dirais, d'une pertinence révolutionnaire pour l'époque, comment expliquer que, justement, ces mêmes francs-maçons se retrouvent à se battre comme des chiffonniers à l'époque de Salnave, à l'époque de Saget, etc. Vous savez, il y a les principes et puis il y a l'être humain. Donc, c'est comme pour la religion qui nous donne des principes philosophiques et des principes qu'il est pratiquement très difficile de suivre et d'obéir, parfois d'aimer son prochain en toutes circonstances. Eh bien, c'est comme ça. Vous avez les principes, liberté, égalité, fraternité et tout ce qui est mentionné là, mais c'est l'être humain. Donc, une fois que vous avez cet aspect-là qui entre en jeu, avec les compétitions, avec les rivalités, avec les jalousies, on n'arrive pas à éteindre. Donc tout ça voudrait dire que, au lieu de faire disparaître les différences entre les personnalités, ces différences continuent de s'exprimer en dépit du fait que l'on soit franc-maçon. Exactement. J'ai un frère qui m'avait
qui avait expliqué si bien, et je vais répéter son mot, la franc-maçonnerie, c'est une tranche de la société. Vous retrouvez toute la société avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Vous retrouvez tous les niveaux aussi de l'intelligentsia, de l'intellectuel et des gens d'affaires jusqu'au travailleur manuel qui peut aussi rentrer dans une loge et avec tout ce qu'il y a au milieu d'intellectuels, etc. Donc c'est une tranche de la société. Et vous avez... Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a quand même un changement. Au début, vous disiez que ça a commencé par être... Oui, c'était très élitiste. Une sociabilité d'élite. Oui. Donc vous voulez nous dire aujourd'hui qu'on trouve des francs-maçons dans toutes les couches de la société? Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a surreprésentation d'une catégorie ou pas? Est-ce qu'on trouve plus d'intellectuels, plus de sociétés, de c'est une tranche de la société. Vous allez retrouver exactement ce que... Est-ce que je vais trouver des paysans, par exemple? Moins parce que les loges sont quand même, c'est un phénomène citadin. C'est un phénomène urbain. C'est un milieu urbain. Il y a une loge, il y a un local où il faut se réunir, où on travaille, où on se rencontre. Donc c'est plutôt citadin, urbain. C'est pas vraiment dans les zones reculées pour la paysannerie. Vous pouvez nous dire à peu près combien de loges il y a en Haïti actuellement aujourd'hui? On dénombre à peu près 186 loges aujourd'hui en Haïti, sous différentes obédiences, parce que vous avez les obédiences et à l'intérieur de ces obédiences, vous avez les loges. D'accord. Et combien d'adeptes par loge en moyenne à peu près? On pourrait dire peut-être une cinquantaine, peut-être plus, peut-être une centaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont membres qui ne viennent pas ou qui ne viennent plus ou pour une raison ou pour une autre. Donc on peut estimer, je pense, à l'heure actuelle, peut-être 20 000, peut-être. 20 000 maçons 20 000 de plein exercice oui. en Haïti. Est-ce qu'il y a des femmes maçons? Oh oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des loges féminines. Elles ont toujours existé? Non. Ça a démarré parce que les femmes accompagnaient leurs maris aux tenues et elles se retrouvaient dans l'antichambre à discuter je ne sais pas de quoi. Et finalement, elles ont décidé, si les hommes avaient aussi des sujets philosophiques, ésotériques, elles voulaient aussi discuter entre elles. Et c'est ainsi que la première loge féminine a été formée. C'était les filles d'Isis. Et je note l'année aussi dans le bouquin. En 1961. 1961? Oui. En pleine dictature de Duvalier? Oui. Quelle a été l'attitude de la franc-maçonnerie par rapport au Duvalier? Eh bien, c'est catastrophique, je dois le dire. Les loges telles quelles ont cessé d'exister parce qu'il y a eu cette crainte. Les loges ont été infiltrées. Quand on est dans une loge, on doit pouvoir être en confiance et partager et communiquer parfois des opinions contradictoires. C'est la contradiction que jaillit la lumière. Et là, une fois que les loges ont été infiltrées, leur aura, leur prestige est tombé. Et beaucoup de gens, par crainte, se sont abstenus et se sont carrément retirés. Je peux même citer l'exemple de mon père, qui était le vénérable de la Grande Loge de l'Étoile d'Haïti numéro 5, et qui était le vénérable, justement en 56, 57, 58, et il s'est retiré. Et malheureusement, l'intelligentsia économique et l'intelligentsia aussi de tous les intellectuels s'est abstenue. Et ça a été dommage. Et malheureusement, c'est un travail à refaire. C'est un travail de pleine haleine qu'on essaie de relancer, mais malheureusement, c'est ça. Comme vous dites qu'on essaie de relancer, ça veut dire que vous assumez que vous êtes franc-maçon? Exactement. Vous êtes franc-maçon et vous pratiquez à quelle fréquence à peu près? Donnez-nous quelques informations pratiques. Je fais partie du Grand Orient de France, à travers une loge à Port-au-Prince, Quisqueya l'Amitié retrouvée. Et ensuite à travers une loge aussi du Grand Orient de France à Fort Lauderdale en Floride, qui est Star of the Two Worlds. Donc ma préférence bien sûr est pour Haïti et de voir comment on aurait pu refaire naître et redonner l'éclat des loges d'autrefois, faire rentrer bien sûr vous allez peut-être m'accuser d'être un petit peu élitiste, mais il faut quand même des leaders, il faut quand même des locomotives et des gens qui vont motiver les autres, des lumières pour éclairer les frères. Donc il faut cette intelligence intellectuelle. Il la faut au niveau des loges.
Et sous la dictature, malheureusement. Et vous vous réunissez à peu près à quelle fréquence? Pour le Grand Orient de France, c'est deux tenues par mois. Deux fois par mois. Ça dépend. Il y a d'autres obédiences qui ont d'autres fréquences, oui. Et il y a d'autres loges qui ont d'autres fréquences aussi. À la différence des églises et des temples, ou même des hauts forts, les loges ne sont pas ouvertes. On ne peut pas assister à une cérémonie. Pourquoi ce secret? Parce que ça a été voulu ainsi, qu'il y ait une initiation, un apprentissage. On apprend à se taire, on apprend à écouter, on apprend pas mal de choses, et ça a été toujours voulu ainsi. Et après, quand on monte en grade, on peut s'exprimer et d'autres choses arrivent. Donc ça a toujours été voulu ainsi. Et puis, imaginez-vous, on retrace peut-être les loges, on les lit aux Templiers. Mm-hmm. Il y en a qui remontent à l'Égypte antique, tous les mystères du début de l'humanité. Alors c'est justement ici qu'on entre, je dirais, dans la zone trouble de la franc-maçonnerie. On la rapproche parfois dans notre imaginaire, d'haïtien en tout cas, du vaudou. C'est-à-dire, parfois on dit le plus redoutable que l'on puisse imaginer, c'est quelqu'un qui est à la fois franc-maçon et bokor, et onguan. Quel est le rapport entre le vaudou et la franc-maçonnerie? Vous savez, la franc-maçonnerie est ouverte à tous. Peu importe votre religion, si vous croyez ou pas, ou si vous ne croyez pas du tout. Bon, il y a certaines obédiences, je dois le dire, qui demandent une foi en un grand architecte de l'univers. Mais au Grand Orient de France, vous pouvez croire et ne pas croire du tout. Vous pouvez être athée? Vous pouvez être athée. Donc, les frères qui pratiquent le vaudou ou les bokors, ils sont d'emblée, ils peuvent aussi faire partie d'une loge, une fois qu'ils répondent aux critères et qu'ils sont admis et qu'ils sont initiés. Il n'y a aucun frein à ça. C'est vrai qu'en Haïti, on aime stigmatiser les choses et donner un pouvoir à certains êtres humains plus que d'autres. Non. Est-ce que vous avez des dons de guérisseur? Je vous pose la question carrément. Est-ce que vous, en tant que franc-maçon, vous pouvez me soigner si, par exemple, demain, je reçois un coup de poudre? Non, absolument pas. Non, absolument pas. C'est plus une recherche pour illuminer ses frères et l'humanité, apporter le bien pour le bien de l'humanité, pour son avenir. Voilà. De nos jours, les loges sont très présentes sur les questions de l'environnement. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Nous allons droit dans le mur. Donc les loges sont aussi très impliquées dans ces travaux pour la pérennité de l'humanité sur cette planète, bien sûr. Donc, Et comment est-ce que les francs-maçons, êtes-vous impactés par la question, par exemple, des droits des femmes, à participer à certaines instances de décision? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, vous, dans votre loge, à ouvrir la porte aux femmes? Le Grand Orient de France est mixte. Et il y a des femmes vénérables, il n'y a aucun problème à ça. Par contre, le Grand Orient d'Haïti n'est pas mixte. La Grande Loge d'Haïti 1961, il y a certaines loges qui sont mixtes. Donc, vous voyez, ça varie. Ça varie énormément selon l'obédience. Parfois même à l'intérieur de la même obédience, selon les loges elles-mêmes. Donc, il n'y a pas... D'accord. Il n'y a pas de standard. Et si nous parlons un petit peu de l'actualité aujourd'hui, comment est-ce que l'on peut continuer à pratiquer cette ascèse, si on peut l'appeler ainsi, lorsque le pays est soumis à la loi des bandits? Quel est le message que les maçons ont à donner aux bandits? On prétend même que le plus redoutable d'entre eux serait lui-même franc-maçon. Qu'est-ce que vous nous dites pour ça? J'en doute. Vu les critères très stricts d'appartenance
Et même si quelqu'un l'aurait été, ces actes, il peut facilement être démis et renvoyé. On peut être excommunié? On peut être renvoyé d'une loge, oui. Renvoyé d'une loge? Oui. Et quand on est renvoyé d'une loge, on ne peut pas entrer dans une autre loge? Il y a tellement d'obédience. Peut-être que vous n'allez pas rentrer dans la même obédience, mais peut-être que vous pourrez peut-être frapper à la porte d'une autre obédience. Mais si cette obédience enquête réellement, et si on connaît quelqu'un c'est un criminel notoire ou quelqu'un qui a un casier judiciaire, vous n'allez pas pouvoir entrer. Oui, parce qu'il est demandé d'avoir quand même une bonne mœur. Oui, il faut recherche de la vérité et être de bonne mœur. Oui, tout à fait. Au Grand Orient de France, on demande le casier judiciaire. Le casier judiciaire. Carrément. Donc ça exclut. Et d'ailleurs, même si quelqu'un, dans ce sens, serait rentré et qui par la suite aurait commis des crimes ou des atrocités, il est automatiquement renvoyé. Et il y a une procédure pour ça, mais il est automatiquement renvoyé. Donc, l'autre aspect de votre question, c'était... Bon, je peux vous donner l'exemple de Quisquéya en Amitié Retrouvée, qui a des difficultés à se réunir, parce que les frères, l'insécurité, les gens n'arrivent pas à trouver des créneaux ou ne se sentent pas en sécurité de se déplacer à travers la capitale pour venir dans un lieu précis. Et par contre, la Grande Loge d'Haïti, 1961, a toutes ses tenues et continue à opérer normalement. Donc, ça varie selon les loges, selon la perception des décideurs, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il existe un grand maître pour tout Haïti, par exemple, quelqu'un qui soit reconnu comme, permettez-moi la métaphore, le pape de la franc-maçonnerie haïtienne? C'est peut-être vous? Non, pas du tout. Il y a le Grand Orient d'Haïti, qui a son grand maître. Il y a la Grande Loge d'Haïti. C'est qui le grand maître actuellement? Pour le Grand Orient d'Haïti, voilà. Le Saint-Nissime Grand Maître est le très respectable frère Malherbe Jacquet, pour le Grand Orient d'Haïti. Pour la Grande Loge d'Haïti 1961, qui est une autre obédience avec aussi pas mal de loges, c'est Monsieur Pasquette. D'accord. Donc vous voyez, chaque obédience a son grand maître. D'accord. Et au niveau de chaque loge, il y a un vénérable. Donc c'est assez hiérarchisé. Est-ce qu'il y a maintenant un réseau de ces vénérables, un lieu dans lequel ces vénérables se concertent pour discuter? Non. Non. L'être humain est très divers. Et je vais faire un parallèle avec la religion catholique et tous les schismes qu'il y a eu pour créer toutes les branches protestantes qui cohabitent, parfois amicalement, et qui parfois sont carrément à l'opposé, avec des doctrines complètement opposées, et qui pratiquement pourraient même se faire la guerre. Eh bien, c'est la même chose. Une fois que vous mettez les êtres humains ensemble, il y a un qui va dire oui, et il y a un autre qui va dire non. Il y a un qui va dire bleu, l'autre va dire rouge, ainsi de suite. Donc, ça n'existe pas. Donc, il y a une multitude d'obédiences sur la planète. Chaque pays a son Grand Orient. Le Grand Orient d'Italie, le Grand Orient de France, le Grand Orient d'Haïti, le Grand Orient des États-Unis, etc. Et à l'intérieur de ces Grands Orients, il y a c'est par exemple la branche principale, mais il y a plein d'autres petites obédiences secondaires qui aussi ont leur loge, et il ne peut pas y avoir d'entente et de complot. Parce que tout le monde travaille peut-être à l'avancement de l'humanité, mais il n'y a pas d'entente, il n'y a pas cette union que beaucoup de profanes pensent qu'il existerait. C'est impossible. Imaginons par exemple qu'un maçon, un franc-maçon, un frère se retrouve un jour en mission dans une ville de province. Oui. Et il décide d'aller au service, ou de participer à un service. Est-ce qu'il est bienvenu dans la loge du coin? On ne rentre pas dans une loge comme on rentre dans une église. Voilà. Il faut être invité. Même en étant maçon. Même en étant maçon, il faut être invité. En général, les gens vont dans leur même obédience quand ils se déplacent à l'étranger, où ils sollicitent d'abord de gens qu'ils connaissent dans une loge. Ils sollicitent s'ils peuvent venir, et à ce moment-là, ils sont invités. On ne rentre pas dans une loge comme dans un moulin. Dans un moulin. Pas du tout. Alors, justement, maintenant... Donc, si c'est la même obédience qui est en province, si par exemple le Grand Orient d'Haïti
à une loge oui, au Cap-Haïtien et que vous êtes à Port-au-Prince, bien entendu, il n'y a aucune restriction. On va filer la métaphore de l'entrée. Comment est-ce que l'on entre dans la franc-maçonnerie? C'est-à-dire, quelles sont les différentes étapes? Quels sont les parcours? Est-ce qu'on devient maçon du jour au lendemain en disant non, voilà, j'y crois, ou est-ce qu'il y a tout un apprentissage? C'est un parcours initiatique de toute une vie. Toute une vie? Et on peut s'arrêter, on peut rentrer et sortir librement. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on considère que voilà, vous êtes maçon? Après votre première initiation, ça y est, vous êtes reconnu. Qui se fait au bout de combien de temps? Une fois que vous êtes entré. Imaginons, il y a eu les enquêtes. Aujourd'hui, il y a eu les enquêtes. Et une fois que vous êtes entré, vous êtes franc-maçon. Combien de temps peut prendre cette enquête avant d'être accepté? Quelques mois, ça dépend. Oui, quelques mois. On vous demande des documents. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe, il y a un service chargé de. Oh, bien sûr. Il y a des enquêteurs qui sont choisis, qui sont nommés. Chacun a sa fonction au sein d'une loge et chacun a ses obligations et ses responsabilités. Les responsabilités sont partagées. D'accord. Est-ce qu'il y a une hiérarchie maintenant à l'intérieur de la franc-maçonnerie? En dessous du vénérable, est-ce que tout le monde est égaux ou bien est-ce que... Tout le monde est égaux, même le vénérable. Même le vénérable. Même le vénérable. C'est un tout égal le monde, c'est liberté, égalité, fraternité. Ne l'oubliez pas. Tout le monde est égaux. Bien sûr, il a un titre. Il a été élu. Ce sont des élections qui se font. Personne n'est choisi. Même au sein des différentes fonctions qu'on occupe à l'intérieur, ce sont des postes électifs. Donc, vous pouvez voir que c'est un principe qui est très démocratique. C'est pour ça que les loges tiennent à cette démocratie. Alors, justement. Et quand on est dans une loge, on apprend beaucoup sur la démocratie. Alors, on dit souvent, justement, que la franc-maçonnerie, en tout cas en France, est parfois une sorte de main cachée qui serait le contrepoint de l'apparence de la démocratie des républiques contemporaines. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce qu'il y a effectivement une sorte de main cachée des francs-maçons derrière les grandes décisions régaliennes qui se prennent en France? Comme je vous ai dit, il n'y a pas ce grand complot ou ce groupe de gens qui peuvent se réunir et de tout décider, ça n'existe pas. Mais par contre, des frères qui font partie des loges ou des sujets qui sont étudiés ou sur lesquels on s'est penché dans des loges, ce sont des sujets très intéressants. Et ces gens qui, par la suite, occupent une fonction, soit de député, de sénateur ou de ministre, ou de président de la République, bien sûr, ils peuvent arriver avec ces idées et dire, tiens, c'est un agenda intéressant pour l'avancement de l'humanité, je vais le faire aboutir. Donc il y a pas mal de sujets comme ça. En France, ils tiennent beaucoup à la laïcité, qui est une idée qui vient des loges, en fait. Et pas mal de choses comme ça. Certaines lois aussi qui ont été votées sont issues à l'origine de planches ou de sujets qui ont été discutés bien longtemps avant et qu'on a pensé qu'il fallait faire la société en profiter. Alors, le sous-titre de votre ouvrage, c'est « Oser faire le bien ». Et compte tenu de l'actualité haïtienne, quel est le message que cet ouvrage véhicule à l'adresse de la population qui souffre justement de sécurité, de pauvreté, de désarroi face à l'effondrement de l'État? Quel est le bien que vous osez faire aujourd'hui? Vous savez, il y a énormément de choses qui se font, mais le plus grand bien qui se fait n'est pas forcément déclaré, vous savez. Il y a des frères, il y a des loges qui s'occupent de pas mal de choses, il y en a qui apportent des médicaments aux prisonniers, il y a plein de choses qui se font, il y a plein d'activités caritatives, mais c'est pas, quand on le fait, on n'a pas besoin de dire qu'on le fait. Donc vous apportez des médicaments aux prisonniers. Ça, c'est un exemple que j'ai donné comme ça, oui, mais il y en a des centaines, il y en a des centaines. Il y a des œuvres caritatives pour aider les déplacés, tout ça. Il y a pas mal de choses qui se font dans les moyens des loges, bien sûr, et dans les moyens... Il y a une solidarité entre frères en cas de détresse? Très certainement. Entre frères, il y a une solidarité, il y a même une obligation de solidarité. Est-ce qu'on cotise quand on est membre d'une loge? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout le monde cotise? Obligatoirement pas, parce que
dans certaines loges où on peut décider d'aider un frère qui n'a peut-être pas les moyens de cotiser, mais on l'admet quand même, et d'autres pourront payer pour lui, ou on l'admet comme une bourse, je dirais. Voilà. Donc la solidarité existe très certainement. Et s'il vous fallait proposer en trois, je dirais, en trois mots, c'est-à-dire quelles seraient les trois décisions à prendre du point de vue de la franc-maçonnerie pour trouver un chemin de salut pour Haïti aujourd'hui? Mais on n'a pas besoin de chercher loin. La devise de la franc-maçonnerie est notre devise nationale. Liberté, égalité, fraternité. À travers ça, vous avez tout ce que vous voulez pour faire avancer Haïti. Et je l'ai repris avec d'autres intellectuels dans un document que nous avons préparé, qui est le manifeste L'Appel du Lambi, où nous avons élaboré tout un programme politique. Rien qu'avec ces trois mots, tout peut rentrer sous cette rubrique. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire liberté pour tous les individus de s'exprimer, les droits égaux pour tout le monde, la police, le système judiciaire. Vous voyez, il y a tout ça. L'égalité aussi, c'est un petit peu la même chose. La continuation de tout ça est renforcée. Et puis les droits aussi à toutes sortes de choses, à la santé, etc. Et puis la fraternité qui peut regrouper tous les programmes sociaux qu'il y a dans certains pays et qui peuvent être introduits également chez nous. Donc je pense que la société a beaucoup à apprendre, hein, et c'est pas contradictoire, et je pense que ces trois idées-là pourraient suffire à nous sortir de ce que nous vivons et pour faire renaître une nouvelle Haïti. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est pas moi qui le dis, il y a d'autres qui l'ont dit, que le renouveau d'Haïti viendrait de la franc-maçonnerie. Je l'espère. Alors, certains disent que le renouveau d'Haïti viendra du Perpétuel Secours, d'autres disent du vaudou, et vous dites donc de la franc-maçonnerie, liberté, égalité, fraternité. Je rappelle donc que Grégory Sécard, vous êtes l'auteur de La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti, Osez faire le bien, un ouvrage de plus de 210 pages qui sera bientôt disponible dans nos librairies, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Comme le livre a été imprimé en France, donc dès la semaine prochaine, j'ai 3 ventes signatures dans 3 lieux différents. Je ne sais pas si on pourra absolument les passer ou je peux les citer. Vous pouvez les citer. Je peux les citer. Donc lundi, nous serons lundi 8 septembre, nous serons à Villa-Marquis, dans le 8e arrondissement de Paris. Et ce sera une vente signature qui est ouverte à tous. Le mercredi, qui sera lundi 8, donc mercredi 10, je serai au Canopy Hôtel Hilton, qui est aussi à côté de Trocadéro, pour une vente signature. Les ventes signatures démarrent à 17h, donc après le travail, les gens peuvent passer. Ça va être de façon très relax, on va dire. Informel. Les gens peuvent commander un apéro ou un tapas, et moi je serai là à faire les ventes signatures et les dédicaces. Et puis j'ai prévu un autre jour pour ceux qui ne peuvent pas en semaine. Ce sera le samedi, ce sera à une adresse spécifique dans le 16e arrondissement, au boulevard Flandrin, au 16 boulevard Flandrin à Paris. Et là, ce sera par contre de 15h à 18h. Donc pour ceux qui n'ont pas pu se libérer en semaine. Ça, c'est pour la France. Mais dès le mois d'octobre, je compte être en présent aux États-Unis pour faire aussi les ventes signatures et présenter le livre et aussi l'avoir dans peut-être certaines librairies haïtiennes de Floride surtout, où il y a pas mal de compatriotes. Et le livre aussi va être disponible dans certaines librairies en France. Donc nous travaillons sur ça, sur cette distribution-là. Et le livre sera introduit en Haïti à partir de novembre, à travers des ventes signatures et la présence dans la plupart des librairies que nous connaissons, à Port-au-Prince. Très bien. Et éventuellement en province. Eh bien, nous souhaitons bonne chance à
la franc-maçonnerie de Saint-Domingue, Haïti. C'est une invitation à la lecture, une invitation à la découverte. Et c'est véritablement lever le coin du voile d'un phénomène de société dont on a beaucoup parlé, sur lequel il y a beaucoup de fantasmes, mais que très peu de nous connaissent véritablement. Bonne lecture.